Alors, nous, médecins généralistes, nous travaillons sur toutes les pathologies possibles et imaginables. Donc, on passe de la cardiologie au domaine de la gynécologie, de la reproduction, etc., pour faire le tour de ce qui est faisable et ce qui est possible. Donc, la séance suivante concerne la santé de procréation. Il y a deux volets dans cette session. Il y a d'abord la prise en charge des infections génitales qui nous seront présentées par professeur Farhati. Il est là, il est présent. Je ne sais même pas comment le présenter. Je le remercie infiniment d'être là et de bien vouloir nous parler de ce sujet qui touche vraiment une large population et qui nous met devant des situations parfois très délicates, parfois simples. Tout comme la cardiologie, il n'y a pas d'ordonnance figée, il n'y a pas de cas unique, c'est des cas très disparates et très variables. Nous vous écoutons, professeur Farhati. Merci. Merci, chers collègues. Merci à l'AMG pour l'invitation. Merci à l'assistance. Je suis ravi d'être parmi vous. Surtout, j'ai retrouvé quelques amis de longue date. Et je remercie également les sponsors Altea qui nous ont facilité la tâche pour être parmi vous. Alors, on m'a demandé de parler des infections génitales et surtout de l'actualité thérapeutique dans ces infections-là. Et j'aimerais bien qu'on sait de quoi en parler. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'infection génitale? Alors, les infections génitales hautes, je vais y insister surtout, c'est toutes les infections qui regroupent ces infections utérines qui sont les endométrites, mais aussi les infections tubaires, les salpingites, et ces fameuses collections abcédées, des abcès tubo-ovariens, mais aussi des pelvipéritonites. Alors, c'est des infections qui sont graves. Elles sont graves de par leurs complications et leur évolution, surtout vers l'infertilité chez des femmes qui sont jeunes, mais surtout ces douleurs pelviennes chroniques qui handicapent leur vie aussi bien psychosociale, mais aussi conjugale. Et donc, l'intérêt et l'importance du médecin généraliste pour diagnostiquer précocement ces infections est d'une importance capitale. Et surtout d'initier le traitement à base d'une antibiothérapie dont les modalités, je vais en parler tout à l'heure. Et que vous allez le voir tout à l'heure, c'est très simple. Rien qu'à l'interrogatoire et rien qu'à l'examen clinique, vous êtes en mesure de diagnostiquer ces infections et de les traiter convenablement et correctement. Et c'est la seule garant d'éviter l'évolution vers des complications dont je vous ai parlé. Donc c'est un véritable problème de santé dont vous êtes un des maillons pour éventuellement les prendre en charge. Leur incidence est importante, mais mal connue dans l'ensemble. Vous voyez que c'est des infections qui sont polymicrobiennes. Ils associent des infections, donc des agents, des infections sexuellement transmissibles aux différentes bactéries opportunistes provenant de l'appareil génital bas chez la femme. C'est des infections qui sont fréquentes et dans la physiopathologie encore mal éclaircie. Et c'est une contamination généralement qui provient de l'endocole, de ces endocervicites qui vont progresser de façon ascendante pour contaminer la cavité utérine. Et on parle, ils peuvent se limiter à ce niveau-là et entraîner des endométrites. Vous connaissez ce que c'est. Et des fois, l'infection elle va continuer à se propager si on ne fait rien pour contaminer les trempes, voire le pelvis, des pelvipéritonites, voire des péritonites. Et donc, c'est la principale voie de contamination. Alors, les autres, la voie contiguïté, la voie sanguine, c'est tout simplement des anecdotes qui sont très rares. Vous pouvez les oublier. Alors, concernant l'agent pathogène,
Alors, l'agent pathogène, il faut distinguer ces agents des infections sexuellement transmissibles de ces bactéries opportunistes qui proviennent de la flore vaginale. Et ce polymorphisme et ce spectre d'infection qui est large va nous poser des problèmes quant au prélèvement pour identifier le germe en cause, et ça va encore poser un problème de choix de l'antibiotique qu'il faut donner. Ça, c'est aussi important. Alors, toutes les diapos sont intéressantes, mais je vais passer 2 ou 3 diapos. C'est des messages que vous devrez retenir tout à l'heure quand je veux vous le signaler. Alors, ce profil de femmes à risque d'infection sexuellement transmissible, ils sont les plus exposés. Vous voyez, c'est des femmes qui sont jeunes, qui ont encore leur avenir, leur désir de maternité, leur vie conjugale qui est devant elles, leur avenir professionnel, et malheureusement, quand elles sont contaminées, tout ça se trouve entravé. Alors, c'est des femmes qui sont jeunes, qui ont des partenaires multiples. Il suffit d'avoir 2 partenaires par an, et ça peut éventuellement leur coûter cher. Alors, sur le plan gravité, on distingue les infections génitales hautes non compliquées. Et celles-là, il faut les prendre au sérieux, il faut les traiter avant qu'ils ne se compliquent et qu'ils deviennent donc des infections génitales compliquées au stade donc de collection de Piosalpinx et tout ce qui s'ensuit. Alors, ces infections génitales hautes, elles proviennent bien sûr chaque fois qu'il y a une contamination sexuellement transmissible, mais aussi chaque fois qu'on est amené à manipuler une cavité utérine. Alors, s'il vous plaît, chaque fois que vous faites un geste sur un utérus, sur une cavité utérine, il faut le faire avec délicatesse. Si vous faites une biopsie, si vous faites une aspiration, si vous insérez un dispositif intra-utérin, s'il vous plaît, pensez à ces infections. Des fois, c'est ces gestes-là, quand ils sont faits n'importe comment, n'importe où, sans asepsie, ça pourra coûter cher à ces jeunes femmes. Alors, ces infections génitales, ils vont associer un syndrome douloureux, c'est le maître symptôme, je vais y insister tout à l'heure, à des pertes génitales, des fois purulentes, à des métrorragies, des saignements minimes, et ceci, bien sûr, dans un contexte infectieux. Et là, je vais insister sur cette plaque. C'est très important pour vous. Et vous allez voir que le diagnostic, il est purement clinique. Rien qu'à l'interrogatoire et un examen, un toucher vaginal, vous pouvez poser le diagnostic d'une infection génitale haute et vous pouvez la traiter. Alors, chaque fois que vous avez une femme qui souffre d'une douleur sourde, d'une douleur de plus de 4 jours, méfiez-vous. Et surtout s'il y a des signes, des facteurs de risque d'infection sexuellement transmissible. Attention, vous demandez est-ce qu'elle a des leucorrhées, des saignements, tous ces symptômes-là, ils vont vous apporter un plus. Mais rappelez-vous de ces douleurs pelviennes qui durent plus de 4 jours. Alors ces femmes-là, quand vous les examinez, il suffit de faire un toucher vaginal et vous allez réveiller une douleur annexielle. En latéro-utérin, quand vous faites le toucher, la femme est la mal. Et quand vous touchez l'utérus et vous le faites mobiliser, il y a une douleur à la mobilisation. Alors, c'est une infection génitale haute jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez, simple interrogatoire et simple toucher vaginal, vous avez posé le diagnostic d'une infection génitale et surtout, si vous avez des signes associés, là, bien sûr, vous serez réconforté dans votre diagnostic. Et sur ça, vous pouvez traiter. Et voyez que la sensibilité et la spécificité de la douleur à la mobilisation et à la douleur annexielle est tellement importante qu'on peut éventuellement la retenir. Et donc, vous voyez 2 critères majeurs pour le diagnostic, c'est les douleurs spontanées avec les douleurs à la mobilisation et en latéro-utérin, suffiront amplement pour démarrer un traitement à base d'une antibiothérapie probabiliste, et je vais vous parler des modalités de cet antibiotique. Et donc, vous voyez, là où on est, on peut diagnostiquer, on peut commencer le traitement. Vous voyez, on n'a pas besoin d'investigation complémentaire importante. Alors, les critères mineurs, c'est dont je vous ai parlé, les leucorrhées, un petit syndrome fibricule, tout ça, j'en passe. Est-ce qu'il y a des examens complémentaires à demander chez une femme chez laquelle on pense à une infection génitale haute? Vous voyez, on peut demander une formule numération sanguine, c'est simple.
et un dosage de la protéine C réactive. Ceci, c'est juste pour rechercher des stigmates d'infection, d'inflammation. Et comme ça, vous serez là aussi réconforté dans votre diagnostic. Les prélèvements, quand on peut les faire, c'est une bonne chose, mais vous voyez, le polymorphisme microbien, ça pose problème d'identifier le germe parce qu'il y en a énormément, et donc c'est un peu difficile. L'échographie pelvienne, elle fait partie de l'examen clinique. Il faut la demander systématiquement, pas pour diagnostiquer l'infection génitale haute, mais surtout, rechercher les complications, les fameuses collections abcédées, rechercher d'autres diagnostics différentiels. Et vous voyez que la TDM, exceptionnellement, quand il y a un doute du diagnostic, nous allons le voir, et c'est surtout ça. Donc, la formule et la CRP largement suffisante avec l'échographie qui fait partie de nos jours de l'examen gynécologique, et vous en disposez tous. Sur le plan biologique, vous voyez, si vous avez une hyperleucocytose associée à une CRP élevée, ça signe tout simplement et ça témoigne d'une infection génitale haute au stade déjà de complication. Vous voyez? Mais, ça aussi c'est important, le fait d'avoir une numération correcte, sans hyperleucocytose, et le fait d'avoir une CRP normale, ça n'élimine pas le diagnostic d'une infection génitale. Parce qu'il y a des formes mineures, et surtout c'est des femmes qui ont déjà eu un traitement antibiotique par-ci ou par-là, et donc ça peut décapiter ces infections. Mais quand ces formules et ces CRP sont là positives, il faut les prendre en considération, vous êtes déjà au stade de complication. D'autres examens, pensez à la grossesse chez ces femmes qui sont jeunes, et sont en âge de procréation. Il faut toujours avoir à l'esprit l'éventualité d'une grossesse. Les prélèvements, quand c'est possible, bien sûr, des prélèvements vaginaux, l'endocole, les prélèvements de ces abcès, quand on fait une cystoscopie, il faut profiter pour prélever et éventuellement réajuster le traitement quand vous avez un germe qui est identifié. Les sérologies ne servent absolument à rien, sauf si, dans un contexte d'IST, on peut éventuellement rechercher d'autres infections sexuellement transmissibles. Alors, les agents d'IST, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez le chlamydier, le plus pourvoyeur de ces infections génitales est le polymorphisme microbien de la flore génitale basse. Alors, y a-t-il un intérêt à l'histologie? Alors, on parle d'infection, et il y a l'histologie. Est-ce qu'il a véritablement un intérêt? Alors, quand je parle d'histologie, c'est ces fameuses biopsies de l'endomètre. Alors, maintenant, il y a des formes qui sont mineures, il y a des formes qui sont atypiques, et des femmes, on n'arrive pas, on a un doute diagnostique, et surtout quand il y a une endométrite qui vient de débuter. Alors, la biopsie de l'endomètre, dans ces cas douteux, et dans ces formes mineures, est d'une importance capitale. Et la biopsie, il suffit d'une canule en plastique, c'est un peu moindre que l'hystéromètre, vous l'introduisez dans la cavité utérine, et vous la retirez, vous raclez un petit peu d'endomètre. Vous l'envoyez à la cytologie. Si vous avez des neutrophiles, 5 neutrophiles et plus par champ et un plastocyte, c'est une infection, c'est une endométrite, et c'est très utile pour le diagnostic d'infection génitale haute. C'est très important. Alors la canule de Cornier, en plastique très fine, vous l'introduisez, et vous raclez. Et si vous avez ces critères cytologiques, c'est une infection génitale haute, et il faut démarrer le traitement. L'échographie, est-ce qu'elle est intéressante? Bien entendu, oui. Pas pour le diagnostic de l'infection génitale, mais pour mettre en évidence les complications, ces collections abcédées qui sont une complication de ces infections. Mais ceci ne doit pas retarder le fait de démarrer le traitement. Il ne faut pas dire « je vais attendre à ce que je fasse l'échographie pour le diagnostic ». Non, c'est juste démarrer le traitement dès que vous avez votre clinique qui est parlante. Alors, qu'est-ce qu'on recherche à l'échographie? On recherche tout simplement des signes d'inflammation tubaire. On recherche des parois Normalement, les trompes, on ne les voit pas à l'échographie. Mais quand elles sont pathologiques, on peut les mettre en évidence. Et on peut mettre en évidence une paroi utérine qui est épaisse. On peut mettre en évidence des collections pelviennes, et ainsi de suite. Alors, à l'échographie, on peut trouver un piosalpinx, cette image qui est oblongue. On peut mettre en évidence ces trompes. Vous voyez les parois qui sont épaisses parce qu'elles sont enflammées. Et des fois,
c'est des hydrosalpinx ou des pyosalpinx avec des septa tubaires, des images oblongues. Alors ces images tout simplement témoignent d'une infection génitale haute au stade de complication. Vous voyez des fois cet aspect de roue dentée, une image échographique d'un pyosalpinx, mais déjà c'est au stade de complication. Donc c'est là l'intérêt de l'échographie. Alors, des fois il y a des difficultés diagnostiques. On pense, donc il y a une infection génitale qui est là, mais elle est douteuse. Hein? Et c'est à ce moment-là où là, on pense à des diagnostics différentiels. C'est là l'intérêt de la TDM. C'est pas pour poser le diagnostic de l'infection génitale en elle-même, mais surtout pour éliminer les diagnostics différentiels d'ordre gynécologique, digestif ou autre. Alors la cystoscopie, il est d'un intérêt capital, mais on ne la fait pas d'emblée. Elle passe en deuxième intention, c'est quand on a des difficultés vraiment diagnostiques, et des fois dans les formes qui sont graves, qui ne répondent pas au traitement. À ce moment-là, des fois, il y a des collections, et on va faire de la cystoscopie aussi bien à visée diagnostique, mais aussi à visée thérapeutique. On peut la demander ultérieurement pour avoir une idée sur le pronostic de la fertilité quand ces femmes-là, bien sûr, deviendront infertiles. Alors, quand on fait la cystoscopie à la recherche de ces fameux pyosalpinx, voici une trempe donc enflammée, remplie de pus. Voici donc une pelvipéritonite, et vous voyez là le pus un peu partout, et c'est là l'intérêt de la cystoscopie pour drainer et pour laver, c'est pratiquement le traitement de péritonite. Il faut penser à ces douleurs aussi quand les femmes vous rapportent des douleurs interhépatodiaphragmatiques, à ces fameuses adhérences filamenteuses. Rappelez-vous de ce syndrome de Curtis qui témoigne tout simplement d'une infection à chlamydie. Alors finalement, quelle démarche diagnostique? C'est simple. Quand vous avez une femme qui a une douleur pelvienne, vous faites les touchés, douleur à la mobilisation utérine, douleur en para-utérin, latéralement. Il faut demander juste un bilan simple, formule CRP, une échographie pelvienne. S'il y a un doute, il faut faire une biopsie de l'endomètre, sinon la TDM, et dans le doute, certaines situations, on ne peut pas vraiment trancher, on peut préconiser une cystoscopie qui est une référence. Alors, le gold standard, c'est cette biopsie de l'endomètre, qui va vous apporter un diagnostic histologique et qui va vous aider dans la prise en charge de ces infections. Et si vous êtes amené à faire une cystoscopie, on fait des prélèvements, une biopsie là aussi, surtout au niveau familial, et on aura le diagnostic histologique. Alors, quelle prise en charge thérapeutique? Alors, retenez que le diagnostic est purement clinique, et il n'y a pas une panoplie d'examens complémentaires à part la CRP et la numération, mais même s'ils sont négatifs, donc on peut démarrer le traitement. Quel traitement? Alors, le traitement, bien sûr, l'objectif du traitement, c'est pour éradiquer l'infection, bien entendu, et c'est pour éviter l'évolution vers les complications. À court terme, c'est ces fameuses collections tuboperviennes, et à long terme, c'est des femmes qui vont devenir infertiles, c'est des femmes qui seront, quand ils contracteront une grossesse, il y aura un risque de grossesse extra-utérine, certes, donc il faudra les prévenir, et c'est des femmes qui vont souffrir toute leur vie de douleurs pelviennes chroniques, qui va handicaper leur vie psycho-professionnelle, et des dyspareunies, donc leur vie conjugale aussi sera entravée. Donc, vous voyez, faites attention, diagnostiquer, le seul garant donc de prévenir tout ça, c'est de diagnostiquer précocement ces infections et de les traiter le plus tôt possible. Et en tant que généraliste, vous êtes en mesure de faire ça. Et vous êtes le maître de la situation parce que vous allez les voir, ces femmes, durant toutes vos consultations. Les principes généraux, donc c'est une urgence thérapeutique. Il ne faut pas attendre. L'hospitalisation n'est pas obligatoire pour les femmes qui ne sont pas compliquées. Vous pouvez les traiter en ambulatoire sans aucun problème. Et vous allez voir, des fois, on peut hospitaliser certaines formes non compliquées dans des situations particulières. Démarrer une antibiothérapie probabiliste à large spectre, parce que c'est des infections polymicrobiennes. Pensez aux partenaires aussi, et il faut revoir ces femmes-là. On va voir tout à l'heure pourquoi.
Donc, pas de bénéfice pour le traitement en hospitalisation pour les non compliqués, sauf quand il y a une incertitude diagnostique, quand la femme est enceinte et elle a une infection associée génitale haute, parce que c'est un terrain immunodéprimé et l'évolution vers des complications telles le choc septique, ainsi de suite, il faudra les hospitaliser et les traiter correctement. Quand il y a des symptômes qui s'aggravent, certaines femmes qui ont des problèmes digestifs et que si vous les traitez en ambulatoire, ils ne vont pas prendre le traitement correctement et donc ils vont se compliquer. Celles-là, il faut les hospitaliser. Voilà donc les critères d'hospitalisation d'une femme d'une infection génitale haute. Alors, la règle, ça c'est important, c'est de donner une trithérapie. Dans le temps jusque-là, et ça c'est des nouveautés, on donnait une bithérapie. Et vous voyez que l'acide clavulanique, amoxicilline, et fluoroquinolone qu'on donnait il y a peu de temps ne sont plus recommandés parce qu'il y a des résistances à ces antibiotiques. Et c'est pourquoi, donc, il faut commencer d'emblée par une céphalosporine de 2e ou 3e génération, associée à une cycline et associée à un imidazolé. Donc, la triple association d'emblée. D'accord? Douleur pelvienne, plus de 4 jours, douleur à la mobilisation, douleur latéro-utérine au toucher. Donc, démarrer ce traitement. C'est très important. Alors, l'adjonction d'un aminoside, vous voyez, à la phase initiale, dans les formes graves, compliquées, vous pouvez associer de l'adjontat, donc un aminoside. Et en cas d'allergie de céphalosporine, donc c'est la clindamycine, en association avec l'aminoside. Et que les fluoroquinolones sont réservés dans certaines situations quand on a des petits problèmes avec les autres antibiotiques. Donc retenez cette plaque, c'est important. Donc le diagnostic, donc vous l'avez fait cliniquement, l'interrogatoire et l'examen clinique, démarrez ce traitement. Vous pouvez le faire là où vous êtes. D'accord? Je vais y arriver. Donc retenez ce principe de la trithérapie. Donc traitement de première ligne, c'est la ceftriaxone, doxycycline et métronidazole. Alors, les fluoroquinolones de deuxième intention dans les formes non compliquées et troisième intention dans les formes compliquées. Et voyez, avec ce triple antibiothérapie, dans le temps traité pendant 3 semaines et plus, donc ces infections, elles répondent à ce protocole et donc on traite pendant 10 jours, largement suffisant pour les non compliqués. Et pour les compliqués, à ces fameuses obsédations et ainsi de suite, 14 jours suffira amplement. Et bien entendu, il ne faut pas les lâcher dans la nature, ces femmes-là. Il faut recontrôler votre traitement. Dans 3 jours, 5 jours, réévaluer. Est-ce qu'il évolue favorablement ou pas? Et s'il ne voulait pas favorablement, il faut chercher le pourquoi. Peut-être qu'il y a des collections, peut-être il est en pelvipéritonite, peut-être il est en péritonite, donc il faut voir le pourquoi de l'échec du traitement. Patientez un petit peu et vous aurez toutes les réponses que vous voulez. Est-ce que c'est bon jusque-là? On peut continuer. Donc le message, c'est le diagnostic clinique à l'interrogatoire. Je répète ça parce que c'est les messages que je devrais vous passer. L'interrogatoire est fondamental, le toucher vaginal, démarrer le traitement. Les modalités de traitement et les principes, ce sont ceux qui sont affichés là. Voici donc pour les non compliqués. Et ça, c'est démontré, c'est grade A, c'est des niveaux de preuve scientifiques validés. Donc, on commence par la ceftriaxone, 1 gramme, une injection donc d'une céphalosporine non intramusculaire largement suffisante. On vise l'IST et particulièrement le gonocoque. D'accord? Pour les cyclines et le métronidazole, vous voyez donc 200 milligrammes par jour, par voie orale pendant 10 jours. Métronidazole, 1 gramme par jour pendant 10 jours. Donc, chaque fois que vous avez une infection génitale haute, diagnostiquée cliniquement, déjà, démarrer cette antibiothérapie probabiliste qui va couvrir pratiquement tous ces agents ou ces microbes qui sont responsables de ces infections.
L'alternative, bien sûr, ce sont là, vous pouvez, en deuxième intention. Pour les compliqués maintenant, c'est la même chose, seulement c'est par voie intraveineuse. Alors, toute infection génitale haute compliquée, c'est l'hospitalisation et c'est le traitement parental. C'est important. Les alternatives, vous les avez. Et au bout de 72 heures, 3 jours, 5 jours, vous réévaluez. S'ils évoluent favorablement, vous pouvez passer à la voie orale. Et vous voyez, donc c'est des protocoles qui sont validés et ces infections, c'est comme ça que vous allez rendre service à ces patientes infectées au niveau de leurs appareils génitaux. La gentamicine, si vous avez maintenant un sepsis grave, c'est des femmes qui ont une infection génitale haute au stade de complications, de pelvipéritonite, de péritonite, de choc septique qui commence à s'installer, rajoutez la gentamicine. Parce qu'il y a des germes qui sont intracellulaires que vous allez, bien sûr, cibler. Et dès que possible, vous pouvez passer à la voie orale. Alors, la voie orale, au bout de 2, 3, 4, 5 jours, vous pouvez passer à la voie orale et voici les protocoles donc, que vous pouvez utiliser. Alors, vous avez traité ces infections, mais des fois, ces infections non compliquées, des infections génitales au début de complications, mais quand on est au stade de complications de ces fameuses collections purulentes, qu'est-ce qu'il faut faire? Associé à l'antibiothérapie, il faut drainer ces abcès. Quand l'abcès dépasse 3 cm, il faut obligatoirement un drainage. Il faut l'inciser et le drainer. Sinon, c'est un élément d'échec thérapeutique. Si vous ne le faites pas, si vous laissez juste l'antibiothérapie, cette collection, il va se rompre et il va se compliquer de péritonite, de pelvipéritonite, de péritonite, voire de choc septique. Donc, c'est important à le faire. Alors, la chirurgie, donc vous confiez ça au gynécologue ou au chirurgien pour faire ce qu'il faut, préférer la cilioscopie que la chirurgie par la parotomie. Et la cilioscopie, bien sûr, est d'un intérêt capital parce qu'il va nettoyer ça, il va drainer, il va faire le diagnostic, il va laver, et le post-op est généralement simple. Si vous ne le faites pas, c'est le choc septique et c'est la mort, bien entendu. Alors, des infections génitales, situation particulière dans le postpartum. Alors, une femme enceinte qui a accouché qui fait une infection génitale haute, c'est à très haut risque parce que c'est une femme qui est déjà immunodéprimée par la grossesse, par l'accouchement. Et donc, ces femmes-là, s'ils n'allaitent pas, vous associez gentamicine et clindamycine. Clindamycine, c'est l'équivalent d'un macrolide et qui agit favorablement sur ces germes-là. Si la lettre, bien sûr, c'est la céphalosporine 3e génération associée au métronidazole. Sinon, là, l'acide clavulanique amoxicilline a donné de bons résultats. La durée de traitement, 5 à 10 jours, mais pensez aussi à la maladie thromboembolique, parce que c'est des femmes qui sont immunodéprimées, généralement qui sont anémiques, et qui ont un processus infectieux. Et donc, ces 3 facteurs de risque, ils vont l'exposer à la maladie thromboembolique et vous traitez l'infection alors qu'il peut éventuellement mourir d'une maladie thromboembolique. Donc, prévenir ça par une héparinothérapie prophylactique. Alors, maintenant, on est dans la prévention. La prévention, donc, il ne faut pas arriver à ces infections génitales hautes. Et pour cela, chaque fois qu'on est amené à faire une césarienne, et ça c'est des recommandations, il faut donner une céphalosporine, une seule injection. Au moment de la césarienne, ça permettra d'éviter ces infections. Chaque fois que vous demandez une hystérosalpingographie dans un contexte d'infertilité, couvrir ce geste par une antibioprophylaxie. Sinon, si vous êtes amené à faire une hystéroscopie, à poser un dispositif intra-utérin, vous faites une délivrance artificielle ou une révision utérine, là, l'antibiothérapie n'est pas du tout recommandée parce que c'est des gestes qu'on fait avec asepsie. D'accord? Et donc, une hystéroscopie, ça ne nécessite pas. Quand vous posez un stérilet, bien sûr, vous mettez des gants stériles et vous respectez les règles de pose, il n'y a pas d'indication à l'antibioprophylaxie. Alors, les conseils après l'infection génitale. Une femme qui a fait une infection génitale, il faut quand même s'occuper de ces femmes ultérieurement. La bactériologie 6 mois plus tard. Pourquoi? C'est recommandé
on ne la fait pas systématiquement, mais il serait souhaitable de la faire pour éviter les récidives et les rechutes. Alors un prélèvement à la recherche du chlamydier, de gono, parce que son source, surtout s'il y a un contexte d'IST, il faut faire attention. L'échographie, on ne la fait pas systématiquement, sauf s'il y a des signes d'appel. La cilioscopie de contrôle, on ne la fait pas, sauf si c'est des femmes qui ont présenté cette infection et ultérieurement, ils deviendront infertiles. Et des fois, bien sûr, on peut faire une cilio à visée adidiolyse et ainsi de suite et faire la part des choses. Et mon ami le féviste, si Jamal est là, qui est spécialiste en la matière, peut-être, il va nous renseigner tout à l'heure sur ça. Pensez aux partenaires, comme disait c'est le cochon, c'est lui qui en est responsable généralement de ces maladies sexuellement transmissibles, et donc il faut penser à le traiter, et pour éviter bien sûr pas d'hystérosalpingographie en post-infection génitale, sauf exception, infertilité pour avoir une idée sur l'état des trompes, pas d'hystéroscopie aussi. Alors les anti-inflammatoires qu'on donnait, pour réduire un petit peu l'inflammation, ainsi de suite, c'est pas du tout recommandé, ils ne servent plus à rien. Les préservatifs, il faut les encourager, le port de préservatifs en matière d'infection génitale pour éviter les rechutes, pour éviter les récidives. La pose du DI, vous voyez que le fait de poser un stérilet chez une femme, pratiquement, il n'y a pas de sur-risque d'infection génitale, moins de 1%, si on respecte les règles d'asepsie. Alors, une femme qui a une infection génitale haute compliquée au non, qui a un stérilet, le fait de le retirer, ça permettra éventuellement d'améliorer les choses et de ne pas entretenir l'infection. Et vous voyez donc le risque d'infertilité 20%, c'est quand même important, surtout les femmes qui ont été atteintes par une infection génitale à chlamydier. Les femmes, ils vont continuer, vous voyez, 40% et plus, souffrir de ce syndrome douloureux pelvien chronique à vie. Et surtout, toute femme qui présente ou qui a été traitée pour une infection génitale haute, il faut la sensibiliser pour le risque de grossesse extra-utérine. Vous allez lui dire, madame, dès que vous avez un petit retard, faites un test urinaire et venez nous voir pour savoir la grossesse, est-ce qu'elle est en intra ou en extra-utérine. Parce que le fait d'avoir une infection génitale, ça veut dire que cette infection, elle a altéré l'état tubaire et donc le risque de grossesse extra-utérine est important et donc il faut les sensibiliser dans ce sens-là avant qu'ils ne vous viennent dans un état de choc sur une grossesse extra-utérine et ça sera malheureux, on peut éventuellement les perdre comme ça bêtement. Il y a même, vous voyez les complications tardives de ces infections et ces inflammations chroniques pelviennes, ils peuvent être incriminés dans la genèse des cancers de l'ovaire. Et donc, on en parle de plus en plus, mais il faut quand même prendre ça en considération. Alors, voilà, j'en passe. L'imagerie. Alors, dans le post-traitement de l'infection génitale, il n'est pas recommandé de réaliser une échographie, une hystérosalpingographie ou une cilioscopie, sauf dans des situations particulières, sauf si vous avez des symptômes qui sont là, mais sinon c'est pas la peine de les faire. Alors je conclus par le fait de vous laisser le soin de prendre cet algorithme, et je vous félicite pour votre patience et sachez que vous êtes en mesure de diagnostiquer les infections génitales et de les traiter à votre niveau. C'est ce qu'on fait nous-mêmes. Donc, l'interrogatoire est fondamental, toucher vaginal et démarrer une antibiothérapie selon les modèles dont je vous ai parlé. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions dans la salle avant de céder le micro à notre ami Si Jamal Fikri? Je crois que c'est clair et que maintenant les 3 messages sont passés et que vous allez pouvoir traiter ces infections précocement.
Je l'ai demandé plusieurs fois, merci. Merci beaucoup, professeur. C'était très clair, c'était bien explicite. Nous avons dépassé le temps, mais c'était tellement intéressant que j'ai pas pu vous le signaler ni vous arrêter. Est-ce qu'il y a une question ou deux à la limite dans la salle? Je pense que c'était très clair. Merci encore. Merci à vous. Et permettez-moi, au nom du bureau NG Maroc, de Merci, madame. vous présenter ce petit geste de reconnaissance à votre participation.